Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de la filière de m'avoir accordé un financement dans le cadre de l'appel à projet Impulsion Recherche de l'année dernière. Aujourd'hui, je vous présente un bilan de mes recherches que j'ai réalisées au cours de ma première année de thèse de sciences que je réalise à l'Institut Imagine dans l'équipe de Laurence Leger-Mallet. Mon étude porte sur les chondrodysplasies qui sont liées à des mutations activatrices gain de fonction dans le gène FGFR3. Les plus fréquentes sont la chondroplasie et l'hypochondroplasie, qui est une forme modérée. Le nanisme thanatophore est une forme létale et le SADAM est une forme sévère d'achondroplasie avec des anomalies associées. Les patients présentent un nanisme rhizomélique avec des anomalies de la charnière cervico-occipitale et des anomalies rachidiennes plus ou moins importantes. Ils présentent également un phénotype crânio-maxillofacial qui est caractérisé, lui, par la présence d'une macrocranie, un front bombé, une rétrusion de l'étage moyen de la face, une encelure nasale plus ou moins marquée, et des anomalies également mandibulaires. Ces anomalies sont à l'origine à la fois, ont un retentissement à la fois dentosquelettique et occlusal, et à la fois un retentissement fonctionnel, parfois majeur, qui est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Nous prenons en charge ces patients dans le service du professeur Picard, avec le professeur Kadlub à l'hôpital Necker, et ces patients présentent parfois des anomalies très sévères, morphologiques, avec des rétrusions faciales majeures, pour lesquelles nous posons l'indication de chirurgie osseuse avec des mouvements de translation parfois importants, notamment la distraction maxillaire, vous voyez ici. Et la question que je me suis posée ici, c'était que l'impact de ces mutations activatrices FGFR3 dans les processus de réparation osseuse à cet étage crânio-facial et mandibulaire, puisque, en fait, à ce jour, on n'a aucune donnée concernant l'impact de ces mutations dans les processus de réparation. Donc, j'ai étudié cela à partir d'un modèle murin d'hypochondroplasie qui est généré au sein du laboratoire et qui présente un phénotype squelettique comparable à celui qui est observé en pathologie humaine, et qui a une espérance de vie quasi normale. Les souris ont une espérance de vie quasi normale, ce qui m'a permis de réaliser des fractures mandibulaires dans des conditions optimales, avec un suivi longitudinal suffisant. Donc la première partie de mes travaux était d'étudier le développement crânio-facial et la formation osseuse mandibulaire, puis la réparation osseuse mandibulaire dans ce modèle murin. Et le troisième volet de ces travaux était d'étudier l'effet d'un antagoniste des FGFR dans la réparation osseuse. C'est en fait un inhibiteur des tyrosine kinase qui vient inhiber les voies de signalisation en aval du gène FGFR3 qui est suractivé dans ces pathologies. Donc tout d'abord, j'ai étudié le développement mandibulaire à différents stades anté- et postnataux, et j'ai mis en évidence à partir du stade P21 une réduction significative de la longueur mandibulaire chez les mutants. Ensuite, j'ai étudié un stade anténatal qui est le stade embryonnaire 16,5. Alors pourquoi ce stade? En fait, parce que à ce stade, on observe encore le cartilage de Meckel qui sert de matrice morphologique à l'ossification mandibulaire, ce cartilage que vous voyez ici en rouge. Et chez les mutants, j'ai observé qu'il existait une augmentation de volume de ce cartilage à ce stade, avec une réduction de la différenciation chondrocytaire qui est en fait révélée par un immunomarquage Cold-10 qui montre que l'aire des chondrocytes hypertrophiques est réduite chez les mutants. J'ai complété ensuite ces analyses par des analyses morphométriques, et ce qui nous a permis de confirmer que le phénotype crânio-facial et mandibulaire de ces souris était significativement différent. Ce phénotype se caractérise par la présence d'un crâne bombé, un prognathisme mandibulaire, une tendance au prognatisme et une augmentation des angles, de l'écart des angles mandibulaires et des condyles mandibulaires. J'ai réalisé également des mesures linéaires en fin de croissance sur des scanners qui ont montré que les crânes étaient plus larges, avec une base du crâne plus réduite de façon significative. Et au niveau mandibulaire, les longueurs mandibulaires, donc antéro-postérieures et de la verticale du ramus, étaient réduites. Donc ensuite, j'ai étudié la réparation osseuse mandibulaire, différents stades de la réparation. Et à partir de microscanners, j'ai pu mettre en évidence
au stade J14 une altération de la microarchitecture des cales de réparation avec un bone volume sur total volume diminué chez les mutants et avec une augmentation du volume des cales de réparation. J'ai complété ensuite ces analyses scanographiques par des analyses histologiques et j'ai mis en évidence à ce même stade donc en fait, une augmentation de l'espace de séparation trabéculaire dans les cales de réparation chez les mutants et également ici une diminution de la différenciation chondrocytaire chez les mutants. Et donc, étant donné que j'ai observé des anomalies de réparation, j'ai testé un inhibiteur des tyrosine kinase et j'ai observé, après 14 jours de traitement, une restauration des paramètres que sont le BVTV, que je vous ai montré tout à l'heure, et le volume des cales. Donc, en conclusion, la première partie de mon projet concernait l'étude des chondrodysplasies et j'ai mis en évidence, comme je vous l'ai montré, des anomalies intrinsèques des cartilages de formation mandibulaire et des anomalies de réparation mandibulaire. Mais cette étude n'est pas terminée puisque je complète mes analyses par des analyses transcriptomiques des cales de réparation, et afin de mettre en évidence les gènes et les voies de signalisation affectées dans ce modèle. Et mon projet n'est absolument pas terminé puisque je poursuis mes recherches par l'étude d'un modèle murin FGFR2 de Crouzon, puisque j'ai mis en évidence des anomalies morphologiques significatives chez les patients, avec une corrélation génotype-phénotype. Et donc, j'ai décidé de poursuivre mes études par l'étude des processus de formation de réparation osseuse mandibulaire dans ce modèle de craniosténose FGFR2. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Question du public. Oui, question du public. Oui, bravo, Anne, c'est magnifique. Je voulais savoir que le cal osseux, en fait, donc ça va être une différenciation chondro-ostéogénique. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai utilisé un modèle de fracture non stabilisée. Et on sait que dans le cas de fracture ou d'ostéotomie non stabilisée, le mode de réparation prédominant, c'est le mode endochondral. Et en fait, ce phénomène d'ossification endochondrale est affecté dans les chondrodysplasies, puisque la mutation entraîne des anomalies des plaques de croissance avec des défauts de différenciation chondrocytaire au niveau des plaques de croissance. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce modèle de fracture non stabilisée pour avoir l'aperçu de l'impact de ces mutations sur la réparation osseuse mandibulaire, en fait. Et au niveau translationnel, en fait, s'intéresser aux mécanismes de réparation va vous aider à guider les chirurgies Alors, ça nous aide à mieux comprendre effectivement et à mieux anticiper les éventuelles complications. Peut-être pas forcément de ne pas poser d'indication d'ostéotomie, puisque pour l'instant on en a opéré et ça s'est bien passé, mais en tout cas de savoir comment et altérer le processus pour savoir à la fois comment mieux surveiller, en sachant que la distraction, voilà, donc je vous ai montré, dans la distraction, le mode de réparation, c'est essentiellement membranaire et pas endochondral, parce que c'est stabilisé. Mais en tout cas, dans le cas d'ostéotomie, avec des avancements assez importants, voire des ostéotomies peu stabilisées comme on peut être amené à en faire, dans ces cadres-là de chondrodysplasie, effectivement, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait les surveiller et puis éventuellement comment on pouvait aussi avoir des perspectives thérapeutiques. Et c'est pour ça que j'ai testé effectivement cet inhibiteur des tyrosine kinase. Oui, c'est intéressant. Oui, mais merci beaucoup. C'était ma question aussi sur les perspectives chirurgicales, mais également médicales, avec une estimation du délai auquel ça pourrait éventuellement commencer à appliquer aux patients, très, très, très grossièrement. En ce qui concerne les chondrodysplasies, et en particulier la chondroplasie, il y a déjà des essais cliniques en fait, chez des patients, mais dans le cadre de la croissance des membres et du squelette axial. Et donc, spécifiquement dans le cadre de la réparation osseuse, c'est vraiment, pour l'instant, trop préliminaire. Donc, pour l'instant, on va déjà observer le phénotype, la restauration du phénotype éventuel crânio-facial chez les patients traités, pour avoir effectivement d'autres
Mais on pourrait... En tout cas, renforcer nos hypothèses. Mais... Oui, puis on pourrait imaginer qu'à terme, ça modifie peut-être la stratégie chirurgicale, alors qu'elle soit vraiment en amont, ou même juste en péropératoire, en fonction des caractéristiques de cicatrisation et de repousse qui ont été constatées, oui, bien sûr. Tout à fait. D'autres questions? Okay. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci.